Vous ne connaissez peut-être pas Edmond Guettier, et c'est pourtant l'un des rares philosophes contemporains à avoir révolutionné sa discipline. Et comme il vient de décéder, c'est l'occasion ou jamais de lui rendre hommage. Le plus fort dans son cas, c'est qu'il est devenu célèbre avec un article d'à peine 2 pages et demie. En 1963, il a publié dans la revue Analysis un article intitulé « Is Justified True Belief Knowledge ?» En français, « Une croyance vraie justifiée est-elle une connaissance ?» C'est un petit article, mais qui a ébranlé la conception que l'on se faisait de la connaissance depuis 2500 ans. Depuis le Théétète de Platon, tout le monde s'accordait pour dire qu'une connaissance est une croyance vraie justifiée. Une connaissance, c'est une croyance au sens où on lui accorde du crédit. Il faut penser que ce que l'on sait est vrai. Ce serait assez étrange de dire « je sais que la Terre est sphérique, mais je pense que c'est faux ». Ensuite, une connaissance doit être une croyance vraie. Il n'y a pas de connaissance fausse, il n'y a que des fausses opinions. Il serait étrange de dire « je sais que la Terre est plate » si en réalité la Terre est sphérique. Enfin, la connaissance, c'est une croyance vraie justifiée. Si un homme préhistorique avait dit « je crois que la Terre est sphérique » mais sans aucune justification, ce ne serait pas une croyance, ce ne serait pas une connaissance, ce serait simplement une simple supposition, une simple opinion. Le problème, comme l'a montré Edmond Guettier, c'est qu'il y a des contre-exemples à cette définition. Imaginez le cas de Smith et Jones. Ils postulent au même emploi. Le recruteur informe Smith que c'est Jones qui aura le poste. Smith a également remarqué que Jones avait $10 sur lui. Et il en déduit donc que celui qui aura le poste a $10 sur lui. Sauf qu'il y a un problème. Et finalement, c'est Smith qui a le poste. Et Smith l'ignorait, mais il a également $10 sur lui. Par conséquent, la croyance de Smith était vraie, celui qui aura le poste a $10 sur lui, et sa croyance reposait également sur une justification. Pourtant, ce n'est pas une connaissance. Alors, que faut-il changer dans la définition de la connaissance ? C'est une question épistémologique qui concerne la philosophie de la religion, parce qu'on peut se demander s'il peut y avoir des connaissances sur Dieu. Alors certains pensent que oui, d'autres pensent que non, mais dans tous les cas, il faut d'abord définir clairement ce qu'est une connaissance. Les épistémologues se sont penchés sur la question. Ils ont proposé différentes solutions, mais aucune n'est parvenue à faire consensus. Certains, comme Linda Zagzebski, ont fini par considérer que la connaissance était indéfinissable. Alors je vais vous citer 5 réponses parmi les plus populaires au problème de Guettier, et vous me direz dans les commentaires laquelle vous a paru la plus convaincante. Une façon assez simple de répondre au problème de Guettier consiste à dire que la justification de Smith à sa croyance était insuffisante pour en faire une connaissance. Un témoignage ne suffit pas. La justification devrait impliquer nécessairement sa conclusion pour qu'il s'agisse d'une connaissance. Sinon, la croyance pourrait toujours être vraie par chance ou s'avérer finalement fausse. La connaissance doit être certaine. Sinon, on pourrait dire « je sais, mais peut-être que je me trompe ». Ce qui est très étrange. On appelle cette position l'infaillibilisme. Le problème de cette position, c'est qu'elle fait de la certitude un critère nécessaire de la connaissance. Or, nous avons très peu de connaissances qui sont certaines. Cela se limite principalement aux vérités logiques, aux vérités mathématiques, à notre propre existence et à ce que nous ressentons par nos sens. Tout le reste est incertain. C'est le cas de l'essentiel de nos connaissances empiriques, dont les connaissances scientifiques, qui ne sont pas certaines à 100%. Certains auteurs, comme Richard Kirkham, proposent de les considérer comme des croyances raisonnables, car bien qu'elles soient très probables, elles ne sont pas certaines à 100%. Mais il y a très peu d'épistémologues qui sont prêts à faire ce sacrifice, parce qu'il leur semble que le sens commun accorde un sens plus large au mot « connaissance ». Une autre manière de résoudre le problème de Guettier consiste à ajouter à la définition classique une condition, à savoir que la justification d'une croyance ne doit pas contenir de fausses prémices. La croyance de Smith n'est pas une connaissance parce qu'elle repose sur la prémisse fausse selon laquelle Jones aura l'emploi. Un problème est que cette condition ne semble pas nécessaire pour la connaissance. On peut concevoir une connaissance qui reposerait sur des prémices fausses. Si un faisceau d'indices me conduit à croire une chose, il se peut que certains éléments soient faux sans que cela ne change quoi que ce soit au résultat. Par exemple, si plusieurs témoins me disent avoir vu un même fait, il se peut que l'un d'entre eux se trompe en croyant se souvenir qu'il a été témoin de ce fait. Mais cela ne change rien à la conclusion générale. Seules les fausses prémices qui sont nécessaires à la conclusion posent problème.
Mais le problème le plus important est que cette condition ne parvient pas à surmonter certains cas de guettier. Alvin Goldman, en 1976, propose un cas intéressant. Henry conduit à travers la campagne et il voit une grange depuis la route. Il se dit en l'apercevant que c'est une grange. Et il a raison. Sauf qu'il ignore qu'il y a sur cette même route de simples façades de granges qui ont servi de décor pour un film. C'est donc par chance que sa croyance est vraie et justifiée. On ne peut donc pas dire que ce soit une connaissance, même si elle ne contient pas de fausses prémices. Plutôt que de préciser qu'il ne doit pas y avoir de fausses prémices, on pourrait plutôt préciser que les défaiseurs doivent être connus. Un défaiseur, c'est une vérité pertinente qui contredit la croyance en question. Si Henry avait su qu'il y avait des décors de cinéma autour de lui, il n'aurait pas supposé trop vite que les bâtiments étaient réels. Pourtant, on peut violer cette condition et avoir quand même une connaissance. Admettons que Nicolas dise à sa maman qu'il va à l'école. Il la prévient toujours avant d'y aller et donc elle sait qu'il va à l'école. Sur le chemin, il rencontre Patrick, qui lui propose de faire l'école buissonnière. Mais Nicolas décline l'invitation. Au final, sa mère sait-elle qu'il va à l'école ? Il semble que oui. Et pourtant, elle ignore l'existence d'un défaiseur qui, si elle l'avait connu, l'aurait fait douter, à savoir que Patrick a proposé à Nicolas de faire l'école buissonnière. Ceux qui défendent cette option répondent qu'il y a un défaiseur au défaiseur. Mais si on respecte la clause initiale, il faut également en avoir conscience. Il faut donc avoir conscience des défaiseurs de défaiseurs, et des défaiseurs de défaiseurs, et etc. Il faudrait donc presque être omniscient pour savoir quelque chose. Certains auteurs ont proposé de remplacer la condition de justification plutôt que de compléter la définition classique de la connaissance comme croyance vraie justifiée. Alvin Goldman, par exemple, propose de remplacer la justification par une causalité appropriée. La croyance vraie doit être causée par l'état de choses sur lequel porte la croyance. Ainsi, Smith n'a pas de connaissance, dans l'exemple de Guettier, parce que sa croyance n'est pas convenablement causée par l'état de choses impliqué dans sa croyance. Mais le problème, c'est que la théorie causale ne parvient pas à surmonter certains contre-exemples de Guettier. Et c'est le cas d'Henry encore une fois. Sa croyance qu'il y a une grange est causée par la grange qu'il perçoit, c'est vrai. Mais il y a autour de lui des fausses granges, et sa croyance aurait été identique face à l'une d'elles. Sa croyance est vraie, par chance, et il est donc difficile de lui accorder une connaissance. Un second problème est que nos connaissances empiriques ne sont pas toutes directes. Certaines connaissances sont issues d'un processus très indirect, impliquant parfois de longues chaînes inférentielles, où le processus inférentiel est beaucoup plus important que les données de l'expérience. C'est le cas de certaines connaissances scientifiques ou historiques. Un troisième problème est que nous avons des connaissances qui portent sur des objets abstraits, par exemple les vérités mathématiques, dont peu de philosophes pensent qu'elles sont dotées d'un pouvoir causal. De même, on peut savoir que des choses vont se produire. Or, l'avenir n'a pas de pouvoir causal sur le présent. La dernière théorie propose également un remplacement de la condition de justification. Le fiabilisme affirme qu'une croyance vraie doit être produite par un processus de formation des croyances qui soit fiable pour être une connaissance. Il importe peu de savoir si la personne peut donner une raison à sa croyance. C'est le processus lui-même qui compte. Ce processus, ça peut être nos sens ou notre mémoire par exemple, qui sont réputés suffisamment fiables dans des conditions normales. Mais que veut dire un processus fiable ? Comment déterminer qu'un processus est fiable ? Si on définit un processus fiable par le fait qu'il produise des connaissances fiables, et si on définit une croyance ou une connaissance fiable par le fait qu'elle soit produite par un processus fiable, eh bien c'est circulaire. Et à partir de quel degré un processus est suffisamment fiable ? C'est un peu flou. La principale objection vient cependant de Lawrence Bonjour. Il explique que ce critère n'est pas suffisant pour la connaissance. Et il donne l'exemple suivant. Norman pense avoir un don de voyance. De fait, il ne s'est que très rarement trompé. Il ne s'explique pas ce don, il ne sait pas pourquoi, mais il produit des croyances vraies. S'agit-il de connaissance ? Eh bien, en l'absence de justification, il semble manquer quelque chose pour qu'on puisse affirmer qu'il s'agit d'une connaissance.
Aucune des solutions proposées au problème de Guettier n'a fait l'unanimité parmi les épistémologues. Il y a même une tendance au défaitisme sur la question. Pour ma part, et c'est assez récent, je pense que je penche en faveur de l'infaillibilisme. Il me paraît étrange d'affirmer que l'on sait quelque chose, mais que l'on pourrait se tromper. Il y a une part de chance dans le fait qu'une croyance soit vraie si elle est incertaine. Et si on admet une croyance probable comme connaissance, eh bien il faut déterminer le degré de probabilité nécessaire pour être qualifié de connaissance. Ce qui est à la fois assez difficile et en même temps assez arbitraire. Les autres tentatives de solution au problème de Guettier cherchent paradoxalement à la fois à éviter la chance, mais en même temps à la conserver. Alors bien sûr, cela implique de contrarier le sens commun, de réduire l'extension de nos connaissances, mais est-ce que c'est vraiment un problème ? Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Je vous rappelle qu'il est également possible de soutenir la chaîne sur Tipeee et je remercie tous les tipeurs. Évidemment, vous vous demandez peut-être si le Tipeee servira bien à financer la chaîne. C'est vrai quoi, peut-être qu'il servira à financer un cartel de la drogue par exemple. On ne sait pas, c'est possible. Peut-être que mon compte va être piraté par un cartel de la drogue. Après, quelle est la probabilité d'une telle chose ? J'ai pas trouvé d'informations très claires sur la question, mais apparemment, le compte aurait autant de valeur que 1 gramme de cocaïne. Alors franchement, quelle est la probabilité ? Et si ce n'est pas une croyance raisonnable, alors est-ce vraiment un problème moral de financer un Tipeee sans savoir s'il servira à financer un cartel de la drogue ? Et sur ce, je vous dis à très bientôt.